métier, j'utilise beaucoup de nuances d'acier différentes. À chaque fois, pour chaque nuance d'acier que j'utilise, elle a des traitements, des températures différentes. Et donc forcément, ça nous pousse à faire des recherches. Moi, j'utilise aussi pas mal d'acier de récupération. Donc il n'y a pas marqué le nom de l'acier dessus des fois. Je récupère par exemple, là derrière nous, on a des gros ressorts de camions. Ça demande aussi du temps. Parce qu'on va forger des éprouvettes, on va les casser à différentes températures pour voir quelle est la meilleure température de trempe, quelles sont la température optimale. Donc tout ça fait que ce métier-là n'est pas qu'un métier où on tape sur de l'acier. Il y a beaucoup de réflexion et comme vous le disiez, aussi je pense, une certaine intelligence entre guillemets dans ce savoir-faire. Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Dans le petit village de Jalogne, situé dans la campagne berrichonne, Romain a retapé une longère et a installé son atelier dans la grange mitoyenne. Le métier de forgeron coutelier, pour lui, c'est une deuxième vie, celle d'une reconversion. Sous la chaleur de l'été et du feu, il fait plier et danser le métal qui se métamorphose. On installe 2 chaises entre sa forge et son établi et je lui tends le micro pour qu'il nous raconte son histoire. Bonjour Romain. Bonjour. On est dans cette grange qui est aussi votre atelier. Vous n'avez pas toujours été forgeron, c'est un choix, une reconversion. Oui. C'est quoi votre histoire ? Si on remonte à mes années étudiants, j'ai suivi un cursus sur lequel j'étais voué à finir entre guillemets dans une carrière industrielle, orientée dans la métallurgie quand même malgré tout. C'est aussi un peu le lien avec mon métier actuel. J'ai travaillé jusqu'à mes 30 ans, 29 ans, 30 ans dans l'industrie. Donc j'ai fait du travail en bureau d'études, j'ai été technicien méthode, jusqu'à un rôle de chef de projet industriel à la fin quand j'ai quitté l'industrie. Et un jour vous vous êtes dit, maintenant je veux faire des choses avec mes mains. Oui. Il y a eu un déclic, comment ça s'est passé ? Il y a eu un déclic, je pense que c'est plusieurs choses en fait qui sont compilés ensemble. La première chose, c'est que je pense que je souffrais de rien créer artistiquement parlant. Aussi dans mes expériences industrielles, au final, on intervenait qu'un court moment de la fabrication d'un produit. Vous vous sentiez un peu un maillon dans une grande Voilà, chaîne. c'est ça. Et là maintenant, quand je fais quelque chose, je pars de la matière première et je l'emmène jusqu'au produit fini. C'est-à-dire que je maîtrise je suis acteur de toutes les étapes de la fabrication. Par contre, après, si on se loupe, on s'en veut qu'à nous-mêmes, quoi. Pas comme dans l'industrie. Il faut tout recommencer. Voilà. Ouais. Et vous vous êtes formé tout seul ? Je sais pas, je me suis dit un jour je vais forger un couteau. Donc ça a commencé, j'avais pas forcément ce qu'il fallait pour. J'avais un bout de rail de chemin de fer qui traînait par là. Le premier couteau que j'ai fait, je l'ai chauffé dans l'insert de la maison. Ça a commencé comme ça. Voilà, j'ai fait quelques lames, forgé quelques objets. C'était très orienté dans l'univers, on va dire médiéval. C'est toujours quelque chose qui m'a plu. La première chose que j'ai forgée qui n'était pas un couteau, c'est ce qu'on appelle une fibule. C'est un petit objet en métal rond, comme une broche qui permettait de tenir à l'époque médiévale les capes et ce genre de choses. Donc je commençais à forger comme ça, dans mon temps libre, du coup, des petites choses, que ce soit des couteaux, alors des objets divers. Et c'est seulement après, où en fait, je suis resté à peu près pendant 2-3 ans, où c'est que c'était simplement un hobby. Et à un moment donné, j'ai vraiment voulu passer le cap et donc j'ai pu faire un congé individuel de formation. Et là, je suis parti du coup me former pendant 12 semaines dans le sud de la France, à Pierrelatte, donc dans l'atelier couleur de forge. Et donc maître forgeron, c'est Jean-Luc Soubéras. J'ai passé 12 semaines avec lui à apprendre, à développer mes compétences sur la forge des couteaux. Quand on vous voit à la forge, ce sont des gestes, et même sur votre enclume, ce sont des gestes très précis. On voit qu'ils sont faits avec beaucoup de dextérité. Vous travaillez un matériau qui est le métal, qui est très très chaud quand il est passé dans la braise. Il vous a fallu combien de temps pour maîtriser ce savoir-faire ? Maintenant, quand je
quand je fais forger des personnes, je leur fais découvrir mon métier, c'est que je me revois aussi au début dans les gestes ah, pas très assurés, on va dire. C'est qu'au début, on a tendance à retenir nos coups, à pas laisser tomber le marteau, à pas profiter du rebond. Et en plus, quand on forge comme ça, on se fait mal parce qu'on se crispe. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, on s'en rend pas compte, mais notre geste, il devient instinctif. C'est-à-dire qu'on regarde simplement ce qu'on veut faire et le corps le fait par l'intermédiaire de la vue, de l'ouïe aussi beaucoup dans le métier, de l'odorat parfois. Et en fait, on se rend compte que ça devient complètement instinctif, quoi. Là où on regarde, le marteau vient se poser et on se pose plus de questions. Mais on se rend pas compte en fait de ce moment où c'est qu'on bascule vers un coup de marteau, on va dire assuré, quoi. En fait, il y a un gros contraste dans ce que je fais entre l'acier, qui lui va être, normalement, s'il est bon, homogène. C'est-à-dire qu'on le prend à n'importe quel emplacement de la pièce, on devrait avoir la même composition. Le bois, lui, il n'est pas constant. Il a des variations dans ses fils, comment il a poussé, comment il a été soumis aux éléments, fait que le bois, il a une structure différente. Alors des fois, on en joue, et puis des fois aussi, on se plante aussi parce que le bois, il n'est pas homogène. Et on fait des erreurs. On réfléchit beaucoup quand on découpe un manche dans une pièce de bois, à comment on va le placer. Déjà, on l'examine auparavant pour voir s'il est bon. Il faut qu'il soit parfaitement sec. Et en principe aussi, suivant à quoi va être destiné le couteau, on va pas forcément appliquer le même type de bois. Ça va être un couteau qui va être utilisé beaucoup en extérieur, à l'humidité. On va utiliser des bois très denses, voire même des bois exotiques, même si c'est pas ce que je préfère travailler. Mais en tout cas, ils vont être plus adaptés à un travail extérieur, exposé aux éléments. Sur la forge d'un couteau, on a des étapes clés, entre guillemets, depuis la barre qu'on va prendre pour forger le couteau. On a des étapes clés qu'on respecte. Et c'est vrai que moi, je les respecte scrupuleusement parce qu'on se rend compte que si on a tendance un peu à passer sur une étape précédente, à la fin du forgeage, on va toujours retrouver ces petits trucs où c'est qu'on s'est dit « Ah bah là, c'est bon, ça ira comme ça », mais en fait, non, ça passe pas comme ça. Donc on est obligé d'être scrupuleux et précis dans nos gestes et de finir chaque étape proprement, d'avoir une pièce propre avant de passer à l'étape d'après. Alors on utilise principalement le cœur du bois parce qu'il va être plus dense, donc on va avoir un bois qui va être plus dur, donc il va plus durer dans le temps. Mais parfois on va jouer avec les deux, c'est-à-dire avec le bois de cœur et ce qu'on appelle l'aubier, donc le bois jeune qui est en périphérie du tronc. Tout simplement parce qu'on a la plupart des bois, ils vont avoir un aubier qui va avoir une couleur différente du cœur. Et donc des fois, avec la forme des manches, des couteaux, on peut jouer avec cette ligne qu'il y a entre l'aubier et le bois de cœur. Donc tout ça, ce sont des chutes de bois ? Oui, des bois de récupération ou des bois qu'on m'apporte. Des fois même, c'est les clients eux-mêmes qui après coup me ramènent du bois. Donc là, ici, on a du bois de houx, du buis. Donc là, du buis dit échauffé. Donc en fait, c'est un champignon qui pénètre le bois et qui va donner ces variations un peu noir, vert. Autrement, si on regarde par là-haut, alors ça c'est de l'if. C'est un bois que j'ai prélevé. Celui-là, je suis allé le couper à Bourges. C'est pareil, c'est une cliente qui m'avait dit si vous voulez venir récupérer ce bois-là. Et quand on le polit, on arrive même à sur des teintes un peu orangées. Et est utilisé en coutellerie, c'est un bois qui est très prisé aussi en archerie, parce qu'il a une grande souplesse. Et vous privilégiez de plus en plus des ressources locales. C'est quoi les ressources locales ? Vous voulez dire en termes d'essence ? Oui. Ce qu'on va trouver principalement, le noyer, les fruitiers. Vous avez ici par exemple, là celui-là il a été prélevé dans le verger de mon voisin. On a du poirier. Le cerisier, le buis. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre ? Le bois de houx aussi, on en trouve beaucoup dans les forêts près de la Borne et de Morogue. Angie, tu apprends auprès de Romain. Tu as toujours voulu faire quelque chose de tes mains ? Oui, toujours, depuis toute petite en fait. Et j'ai fait un peu plein de trucs. Et après, j'ai fini en mon CAP bijouterie. Et au final, je me suis dit, j'ai pas envie de retourner à l'usine, travailler pour un patron. Pas spécialement être reconnue non plus. Du coup, j'ai rencontré ensuite Romain par rapport à une formation que j'avais faite avec Pôle emploi, d'élaboration de projets professionnels.
Et donc j'ai pris contact avec lui parce qu'on avait des enquêtes métiers à faire. C'est comme ça que j'ai trouvé mon stage avec Romain. C'est plutôt bien passé. L'avantage, c'est que je connaissais aussi sa femme à la base. Donc ça a aidé à ce qu'il me prenne en stage parce qu'à la base, il ne pouvait pas me prendre. Ça s'est fait comme ça. Et j'avoue que taper sur une enclume, ça défoule. Puis la création, en fait, on peut tout faire. Quand on sait à peu près travailler avec ses mains, c'est hyper valorisant parce qu'une fois que le produit est fini, on se dit ouais, c'est chouette, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Bon, avec parfois un peu d'aide, parce que bon, j'ai beau être un peu dans le milieu, j'ai toujours aussi parfois besoin d'aide de Romain. Et ouais, voir le produit fini, puis même mon entourage. Il me dit c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi. Je suis assez fière en fait de faire ce que je fais. Voilà, en espérant que ça continue en fait. Et un jeune qui a envie de devenir coutelier, comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors moi, contrairement à Romain, j'ai pas spécialement fait de formation en coutellerie ou quoi que ce soit. Et je suis quand même passée par le CAP bijouterie. Donc j'ai quelques notions par rapport à certains métaux et de la créativité et des choses comme ça. Après, tout ce qui est formation, il y a quelques formations qui existent. Moi personnellement, j'avais pas financièrement les moyens de me la payer. Pour moi, après, c'est aussi le genre de métier quand on a quelqu'un avec soi, pour voir, pour découvrir le métier, qui est toujours là, si besoin, pour expliquer, pour nous montrer les choses, les outils, etc. C'est aussi une façon de faire. Voilà, moi, je ne suis pas passée par la formation pure et dure. Je suis un peu allée au feeling, en fait. Voilà. Et est-ce que vous fabriquez vos outils? Oui, surtout pour ce qui est de la forge. Tous les outils qu'on va avoir besoin pour mettre en forme l'acier, les burins pour couper l'acier, pour faire des incisions, pour frapper l'acier aussi. Ça, c'est des outils qu'on fabrique. Vous parliez tout à l'heure des outils que l'on se fabrique. Il y a aussi une machine qui est très spécifique au monde de la coutellerie. C'est ce qu'on appelle le backstand. Donc, c'est vulgairement une ponceuse à bande. Et donc, celle-ci, c'est moi qui l'ai fabriquée. Tout simplement parce que c'est des machines qui sont vraiment spécifiques à la coutellerie et qui, à l'heure actuelle, affichent des tarifs assez élevés. Et moi, à l'époque où c'est que j'ai commencé, j'avais pas les moyens de me payer un backstand neuf. Donc du coup, je l'ai monté moi-même avec des éléments que j'avais. J'ai acheté le moteur. J'ai monté toute la partie tubulaire de la machine. Les galets, par exemple, là, ça, c'est des galets de courroie de distribution automobile, mais qui font très bien l'affaire. Et cette machine, elle vient polir le métal, c'est ça? Ouais. Elle nous permet de faire ce qu'on appelle les émoutures. Donc c'est les deux tranchants du couteau. On a vu dans votre atelier des dessins. Vous dessinez toujours vos couteaux avant de les fabriquer? Ça, je pense que ça vient de mon passif industriel. C'est qu'on passe toujours par le plan avant de créer une pièce. Et j'ai gardé ça. J'ai du mal j'arrive pas même, tout à fait clair, à forger un couteau si je ne l'ai pas dessiné auparavant. Et c'est extraordinaire de voir quelque chose sur un papier et de se dire qu'on est capable de lui donner vie. Des fois aussi, on fait un dessin et on se rend compte que quand on le fabrique, il y a des choses qui ne sont pas tenables techniquement. Ça peut arriver. Et aussi, notamment, surtout sur la partie du manche, d'un point de vue ergonomique, on dessine quelque chose et puis des fois, on se rend compte que quand on la met en forme, en fait, c'est pas ergonomique, c'est pas agréable. Donc le dessin, c'est une base. On part de là, mais on se donne la liberté aussi. Si le résultat doit être mieux, si on suit pas en ne suivant pas le dessin, on ne suit pas le dessin. Vous fabriquez combien de couteaux par an? D'abord, il faut combien d'heures il faut pour fabriquer un couteau? Pour les couteaux les plus simples que je peux faire, peut-être 2 heures ou 3 heures, jusqu'à certains couteaux où c'est qu'on va passer plusieurs jours. Actuellement, je suis sur un couteau en acier Damas. Là, ça va faire bientôt 15 jours que je suis dessus. Vous avez une formation de forgeron, vous avez choisi le couteau, mais vous auriez pu choisir tout à fait autre chose. Pourquoi le couteau? Parce que dans le couteau, il y a tout l'aspect métallurgique qui fait aussi partie de mon parcours, de mon apprentissage qui a commencé donc, du coup à l'université. Et j'ai toujours été mordu entre guillemets de la métallurgie. C'est toujours un truc qui m'a passionné. Et en fait, dans le couteau, on va retrouver tous ces aspects métallurgiques, les traitements thermiques qu'on applique, ce qui se passe dans la matière à chaque fois qu'on applique un traitement thermique à l'acier. Non pas qu'on ne le retrouve pas en ferronnerie, mais beaucoup plus rarement. Et est-ce que de ce métier, on peut en vivre correctement? C'est un peu la question que se posent les jeunes et c'est souvent aussi pour ça qu'on a de moins en moins de jeunes qui choisissent ces voies-là.
pense que oui, on peut en vivre correctement. Après, pour moi, pour nous, pour ma famille, ça a quand même été des choix de vie. Et au départ, quand même des sacrifices, il faut dire ce qu'il y a. Moi, j'avais une place confortable dans l'industrie. Quand je me suis installé à mon compte, donc en 2017, c'est vrai que les 2 premières années, c'était un peu rude, quoi. Maintenant, ça va. Et vous êtes libre et vous êtes votre propre patron. Ouais. Ça n'a pas de prix. C'est ça, exactement, ce que j'allais dire. Ça n'a pas de prix. Merci Romain. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre épisode. Merci à Romain pour son accueil, à Malo pour le montage et à Oscar pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir notre immersion en images et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route. À bientôt!